Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci pour votre présence ce soir à cette conférence organisée par les éditions Black Box et par l'association du Club des Imaginaires Associés. Nous remercions également le Palace qui nous accueille dans cette très belle salle. En face de moi se trouve Corentin Lecor, qui est titulaire d'un master en littérature à l'Université de Nantes et qui est assistant d'édition aux éditions Black Box. Donc une maison d'édition locale parce qu'elle se trouve à Pontchâteau. Est-ce que tu peux commencer par nous parler un petit peu de ton métier aux éditions ? Ouais, du coup bonjour à toutes et tous, merci d'être venus en nombre. Donc oui, je travaille effectivement pour les éditions Black Box, entre autres, parce que du coup je suis assistant éditorial indépendant, donc je travaille aussi pour Mangetsu et pour le Lézard Noir. Mais bon, c'est vrai que Black Box accapare la majeure partie de mon temps. Donc en tant qu'assistant d'édition, je m'occupe de la gestion des plannings, de la gestion des équipes et du travail sur certains livres. Donc ça va être tout ce qui est suivi éditorial, correction, dernière relecture, problème avec les imprimeurs, parce qu'en ce moment on en a plein. Et aussi responsable de certains projets, notamment le projet Noroi Michiru qui sort à partir de septembre, qui est un auteur qui va sortir pour la première fois en France. Donc je suis très content de m'occuper de ça. Et je suis aussi à la supervision du coup de la partie roman chez Black Box. Voilà. Ça fait beaucoup de travail. Effectivement. Donc ce soir, tu venais ici pour nous parler de Siufo Itarashi. Non, j'ai peut-être mal dit son nom. Itarashi. Ouais. Donc comment est-ce que vous avez découvert cet auteur chez Black Box ? Alors c'est Alexandre Egreni du coup qui est le président des éditions Black Box qui a fondé la maison en fait il y a quelques années, qui connaissait cet auteur un peu par miracle parce que c'est un auteur qui n'était pas du tout connu en France en fait. Il avait d'ailleurs jamais été en fait édité hors du Japon. Il me semble qu'il y avait eu quand même une petite édition aux États-Unis, mais c'est vraiment un auteur qui a eu du mal à sortir des frontières japonaises. Je vois qu'il y a un petit cafouillage. Donc je continue de répondre, je me permets. Et donc Alexandre avait découvert cet auteur pendant l'adolescence, parce que voilà, ses parents tenaient un bar et ils avaient un client en fait qui rapportait des mangas du Japon assez régulièrement. Et à chaque fois c'était un peu des espèces de pépites méconnues. C'était dans les années 80. Et il est tombé sur les planches de cet auteur-là, donc sur certains mangas. Forcément, il ne comprenait rien, parce qu'il ne parlait pas du tout le japonais. Mais il a quand même réussi à capter chez Siufo, grâce notamment à tout ce qui va être la forme des bulles, la manière dont sont formées les onomatopées. Il réussissait quand même à cerner certains codes qui lui ont plu et qui lui ont tout de suite fait comprendre en fait que c'était un auteur qui maîtrisait tous les codes de la bande dessinée, mais aussi la bande dessinée telle qu'on la conçoit dans la bande dessinée franco-belge et dans les comics. Donc il a capté cette espèce de truc un peu universel, et donc il s'est dit, mon rêve c'est d'éditer Siufo, et ils sont entrés en contact beaucoup plus tard, et quelques années, il y a 5-6 ans, grâce à Twitter. Voilà. Il a réussi à trouver un compte parce que Black Box a une façon de procéder qui est assez particulière, c'est qu'on ne passe pratiquement pas par les agents. On essaie plutôt de passer par les auteurs directement. Ce n'est pas toujours évident parce que déjà il faut trouver leur adresse, ou il faut parfois passer par des agents un peu plus confidentiels pour réussir à les capter directement. Mais par chance, voilà, on avait trouvé un compte sur Twitter qui allait directement jusqu'à l'auteur. Alexandre l'a contacté directement et l'auteur était super intéressé parce que par chance, son rêve c'était d'être édité en France justement. Donc voilà, maintenant il y a une amitié qui s'est liée entre Siufo et les éditions Black Box. On est vraiment super heureux et on a envie de sortir tout son catalogue. Du coup, a priori c'est prévu qu'on sorte tout son catalogue, à moins d'un changement de dernière minute, mais voilà. Qu'est-ce qui explique qu'il n'ait jamais été édité encore avant vous en France ? C'est une bonne question, mais c'est une question en fait qui pourrait concerner énormément d'autres auteurs japonais. Quand le manga a vraiment explosé, notamment au début des années 2000, fin des années 90, voilà, avec toutes les grosses machines qu'on connaît, que ce soit Dragon Ball Z, etc., on s'est plus concentré sur ce genre d'œuvre qui était un peu plus contemporaine et sur les nouvelles sorties qui se faisaient au Japon par rapport à des maisons d'édition japonaises qui étaient en cours
de travail sur ces séries-là. Du coup, on ne s'intéressait pas forcément à tout ce qui était sorti avant. Maintenant, on commence à avoir une revalorisation du patrimoine manga qui se fait en France. Donc les éditions Black Box sont vraiment focalisées là-dessus. On est plutôt sur des mangas de niche, des mangas rétro. C'est un choix éditorial, c'est un choix aussi commercial parce que du coup on va toucher les nostalgiques, parce qu'on va aussi sortir des choses voilà, qui s'ancrent dans le club Dorothée, donc les Goldorak et compagnie, toutes ces choses-là. Mais voilà, on essaye aussi de travailler sur des choses déjà qu'on peut avoir en termes de droits. Il faut savoir que les auteurs récupèrent les droits de leurs œuvres après 10 ans en général. Donc on doit attendre ce temps-là, ce qui fait que nous, Black Box, en tant que petite maison d'édition indépendante, on n'a pas forcément les moyens de travailler avec la Shueisha ou avec Kodansha, et du coup on va aller directement sur des plus petits auteurs ou plus petits agents, et donc on s'est intéressé à Stufo, et je pense que voilà, c'est pour une revalorisation du patrimoine, on a réussi à retrouver cet auteur-là. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas été édité avant. Il y a des coups de chance comme ça. Je ne sais pas non plus pourquoi Destination Terra, par exemple, qui vient de sortir, n'était pas sorti avant. Mais je pense que ça s'ancre vraiment dans cette mouvance de faire connaître au public français tout ce patrimoine-là qui nous est un peu passé sous le nez pendant des décennies, quoi. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'œuvre de Stufo ? D'abord la science-fiction. C'est vraiment le genre dans lequel il s'ancre le plus. Quand je lui avais demandé en interview pourquoi justement la science-fiction plus qu'un autre genre, il m'avait dit: je ne peux pas vous répondre à part en vous donnant un proverbe, j'aime ça plus que le repas du matin, du midi et du soir. Donc voilà, il s'en nourrit littéralement. Et donc les particularités, voilà, ça va être de s'ancrer vraiment dans ce genre-là. Mais je pense que sa qualité vraiment première, et celle qu'on va tous remarquer en tant que lecteur, ça va être le fait que ça s'adresse vraiment à tout le monde, quels que soient les pays. Il est vraiment ancré en fait dans une espèce de pop culture universelle, et c'est ce qui va vraiment caractériser toute son œuvre. C'est un auteur qui a été influencé par les comics underground des années 70, notamment de la Warren Publishing, donc avec voilà, ces magazines creepy, hairy, avec des auteurs comme Corben, qui avait été sacré d'ailleurs au Festival d'Angoulême en tant que Grand Prix en 2018, voilà, avant de nous quitter l'année dernière ou l'année précédente. C'est vraiment un auteur qui est érudit en fait par rapport à la bande dessinée. Il adore Bilal, il adore Moebius, il a été biberonné par ces auteurs-là en fait assez tôt. Alors forcément, avant on a des auteurs comme Osamu Tezuka avec Astro Boy, voilà, qui l'ont littéralement pour le coup bercé. Toutes les séries aussi japonaises, donc qui vont être voilà, les séries de Sentai, de la Tonkatsu, donc toutes ces choses voilà, avec Bioman, etc. Des choses qu'il a vues aussi assez tôt. Et il fait un espèce de melting pot de toutes ces influences américaines, franco-belges, et il les mélange toutes en fait pour en faire son œuvre à lui, avec sa patte qui est reconnaissable vraiment entre toutes, je trouve. Et je pense que c'est ça vraiment qui caractérise son œuvre, c'est sa faculté de toucher chaque public et d'être du coup voilà, universellement compris par tout le monde grâce à cette érudition justement de la bande dessinée. Je pense aussi que c'est un auteur moderne parce qu'il s'intéresse à thématiques comme l'écologie, il pense à l'anticipation. Donc, par exemple dans Six Star avec ces stations orbitales, etc., cette hiérarchie entre les riches et les pauvres. Donc c'est ce qui fait lui aussi un auteur moderne. Est-ce que tu peux nous parler de quelques-unes de ses œuvres, de ses grandes thématiques? Ouais, du coup par rapport à ce que tu dis, effectivement c'est un auteur que je trouve, on va dire, avant-gardiste. Parce que voilà, on l'a pas dit, mais on a dit que c'est un auteur qui datait. Il a commencé en 76. Voilà, c'est un monsieur qui est né en 54. Et depuis, il n'a jamais arrêté en fait d'écrire des mangas. Il en écrit encore d'ailleurs. Effectivement, pour un auteur des années 70-80, un peu 90, ces thématiques, comme tu le dis, sont assez modernes. Effectivement, l'écologie a une place vraiment importante. Tu parles de Six Star, justement, je ne sais pas où il est sur la table, voilà, qui est une œuvre qu'on a publiée l'année dernière chez Black Box pour les 2 premiers tomes, et les 2 prochains sortent le mois prochain, justement.
C'est une œuvre effectivement qui parle d'une multinationale, en fait, Pfizer Orange, enfin plus qu'une multinationale, du coup, c'est à niveau intergalactique, et qui aurait le monopole sur toutes les technologies. Donc technologie électrique, technologie liée à l'eau, voilà, tous les produits de première nécessité. C'est un peu comme certaines compagnies qui ont le monopole sur le gaz, par exemple, qui vont nous poser problème à chaque conflit. Bah là, on est un petit peu dans le même état d'esprit, sauf que ça se fait à un niveau galactique et que les hommes ne vivent plus sur la Terre. Les hommes vivent effectivement, comme tu le disais, dans des espèces de stations orbitales. Ce qui fait que forcément, quand on vit dans une station orbitale, on est dépendant à la technologie. Et Siouffo a vraiment réfléchi sur cette question parce que c'est quelque chose qui nous concerne aussi. Parce que ces idées, même tout bêtement, d'obsolescence programmée, voilà, quand ton frigo meurt, bah, tu fais quoi? Tu es obligé d'aller en acheter un autre, une autre marque. Enfin, il y a toutes ces idées-là et il a cogité. Et Slickstar, c'est vraiment ce côté jusqu'au boutiste, en fait. Si tu as une seule compagnie qui règne sur toute la galaxie et qui a de ton système électronique, électrique jusqu'à ton frigo, t'es un peu dans la merde, quoi. Et Siouffo, voilà, vraiment un intérêt pour ces questions-là, sur la question de le fait de lier à la technologie aussi. Ça, c'est un autre... tu me demandais de citer des titres. Il y a ICT, par exemple, qui parle vraiment de... Voilà, qui est ici. Qui parle de la technologie liée à l'homme, mais à un point qui fait que l'homme perd de son humanité. Donc on est vraiment dans ces questions en fait, de transhumanisme, mais on est dans les années 80, donc on est avant tout ce qui... Pas tout, parce que énormément d'auteurs de science-fiction ont commencé à traiter du transhumanisme avant, même des réalisateurs comme David Cronenberg, mais je reviendrai sur celui-là parce que c'est justement une influence de Siouffo. Mais voilà, dans ICT, du coup, on a cette idée que les humains, à force de vouloir devenir des super-humains, des surhumains, à force d'avoir des augmentations, des améliorations, perdent complètement le fil, en fait, perdent leur identité, ne savent plus qui sont ces espèces de super-héros un peu désespérés. Et ça, c'est vraiment des thématiques aussi qui font que Siouffo, effectivement, était très moderne pour son époque. Donc voilà pour quelques œuvres qu'on pourrait citer. Je peux peut-être te parler d'Aïgiamon aussi, parce que coup de cœur. Je pense que c'est l'œuvre par laquelle il faudrait commencer chez Siouffo. C'est une anthologie en fait d'histoires courtes qui se trouve toujours avec le même personnage. Et je pense que c'est vraiment les deux recueils qui montrent le plus quel est l'univers de Siouffo et qui montrent le plus en fait ce que je disais tout à l'heure par rapport au côté universel. C'est comme s'il avait plaqué tous ses rêves d'enfant, tout ce qu'il avait admiré sur un univers. Alors Guillamon, c'est un espèce de cyborg qui se questionne un peu sur sa condition parce qu'il a des sentiments et est-ce qu'il va devenir un jour une machine et perdre tout ce qui fait de lui, enfin sa petite part d'humanité, ou est-ce qu'il va réussir à devenir humain et à se détacher de sa condition de machine. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui reviennent énormément dans l'animation japonaise avec des films comme Costume de Shell par exemple, avec d'autres mangas, Akira, Gun notamment, qui a été influencé justement par Siouffo. On a ce personnage en fait qui est une espèce d'Indiana Jones intergalactique qui va de planète en planète, essayer de trouver des trésors, essayer de sauver sa dulcinée Mariana. Bon, il y a un côté très daté là-dedans, mais que je trouve assez croustillant. Et cet univers-là, tu sens qu'il est inspiré par Star Wars énormément. Siouffo est toujours d'ailleurs un fan de George Lucas. Dès la première planche, les deux premières planches, tu arrives dans une sorte de bar galactique, tu as l'impression d'être dans la cantina de Star Wars, et tu as un personnage derrière qui a un chapeau, et tu sens qu'en fait c'est le Harrison Ford d'Indiana Jones. Et c'est vraiment passionnant de voir en fait toutes ces petites références, toutes ces choses qu'il aime tant et qu'il a réussi à plaquer sous son propre univers. Il y a aussi pas mal de choses qui font penser à toute la cinématographie de John Carpenter, Escape from New York, etc. Voilà, toutes ces choses-là. Et c'est vraiment, il a plaqué tout ce qu'il aimait dans Aïgiamon. Donc voilà, je conseillerais peut-être de se tourner vers cette première œuvre pour découvrir l'auteur. Est-ce que tu trouves qu'il y a un petit côté polar, parfois, chez Siouffo ? Oui, 1000 fois oui. Alors, déjà, Siouffo est très inspiré par le cinéma.
Bon, j'y reviendrai un peu après, j'ai parlé de Star Wars, Indiana Jones, mais il y a clairement une partie film noir qui se déploie dans Slickstar. Au début, on suit une enquête, hein, on a cette idée d'enquête dans un endroit, je crois que c'est la rue Whitechapel en plus, voilà, c'est quelque chose d'assez sinueux, avec la recherche d'un tueur en série, donc il va forcément rappeler ce qu'on connaît bien avec Jack l'Éventreur, voilà, qui a terrorisé l'Angleterre. Bon, après, ils ont fait quelque chose avec un cyborg, forcément, enfin, les cyborgs sont partout dans l'univers de Siuffo. Mais oui, il y a énormément de passages qui font penser au film noir, avec voilà, les flics un peu corrompus. Dans David, c'est un peu ça aussi, on a une enquête qui se passe à un moment, et puis on voit qu'il y a une pluie battante, à un moment, on se trouve presque dans le film typique, enfin dans le titre du film noir, et toutes les caractéristiques qui font ce genre-là. Donc oui, clairement, il y a souvent des enquêtes, c'est le cas dans Slickstar aussi, puisqu'on est dans une agence de détectives privés, et effectivement, le film noir est une des grosses inspirations de Siuffo, donc forcément, on retrouve une part de polar là-dedans. Comment s'est passé le travail de traduction et d'adaptation de ces œuvres chez Black Box? Alors, toutes les œuvres de Siuffo qui sont parues chez nous et qui donc sont parues en France ont été traduites par Alexandre Roy, qui est un excellent traducteur d'ailleurs que je salue, qui vient de travailler sur l'excellente série Irène de Hideki Arai. Il a fait un travail qui est merveilleux, vraiment. Il travaillait aussi d'ailleurs chez Akata. Comment s'est passé le travail? Eh bien, il s'est passé assez difficilement, parce que Siuffo a le verbe facile, c'est-à-dire qu'il va vraiment expliquer ses concepts au maximum, quitte à faire un peu trop de texte. Ça, c'est vraiment typique de ces mangas d'anticipation, de science-fiction de ces années-là. Il va expliquer chaque concept à fond. Et donc ça devient très verbeux, et c'est vrai que la traduction est rendue difficile déjà par ce volume textuel. Ce que me disait le traducteur, ce qui était intéressant pour lui au niveau de l'écriture de Siuffo, c'est la caractérisation. Tous les personnages ont leur propre ton. Il a fait très attention à ça lors de la traduction, justement, à rendre aux personnages le ton qui va avec eux, voilà, respecter la caractérisation qui a été voulue par l'auteur. Donc ça, c'est quelque chose qu'avait beaucoup apprécié le traducteur, parce que si les personnages parlent tous de la même manière, on s'ennuie assez sévèrement. Mais voilà, il fallait quand même faire attention à ces détails-là. Faire attention également, donc ça c'est aussi le travail de l'adaptateur, du coup, à ce que ce ton soit respecté, mais aussi à garder un certain lyrisme, notamment dans les passages narratifs. Il y a des fois, voilà, alors il peut passer d'un dialogue dans les bas-fonds qui va insulter la flicaille d'une manière un peu crue, à des moments de narration, on va juste avoir une planche sur l'espace infini, et voilà, il y avait quelques étoiles jusqu'au bout de la galaxie, quelque chose qui va être assez lyrique d'un coup, on comprend pas vraiment pourquoi, mais ça donne un espèce de charme à tout ça. Et c'est vrai qu'il faut garder ce ton-là aussi de l'auteur, là, qui n'est plus un ton dans les dialogues, pour le coup, qui est vraiment un ton narratif. Donc ça, voilà, c'est quelque chose aussi auquel il a fallu faire attention quand on a travaillé dessus. Et il y a aussi toute la partie d'adaptation graphique. Là, on n'est plus sur la traduction, on est sur le travail de nos graphistes. Donc notre graphiste qui est Cindy Berthet sur ce titre-là, qui a dû faire très attention parce que les auteurs japonais de ces années-là ont un anglais pour le moins vacillant et assez hasardeux, sans offense pour eux. Et donc des fois, en fait, par exemple, on a une compagnie qui s'appelle Weiser Orange dans Slickstar, et il va l'écrire avec un B à un moment, Weiser Orange, parce qu'en japonais, on n'a pas le V, on n'a pas le son V, donc ça va être Weiser. Et du coup, il l'écrit comme il le prononce, peut-être un oubli à ce moment-là, mais du coup, il faut faire très attention quand on travaille sur la partie graphique, à corriger ces petites erreurs-là, et à respecter forcément la typographie. S'il y a juste le V à changer en B, il faut garder la même fonte en fait que le reste du mot. Donc voilà, c'est un travail d'adaptation graphique aussi qui a été rendu assez difficile par ces particularités-là. Forcément, il faut essayer de coller à l'original au maximum et pas de dénaturer l'œuvre en prenant trop de place ou en n'en prenant pas assez, en n'étant pas lisible pour les lecteurs et les lectrices. Est-ce que ça t'a aidé, comme tu es fan de films, tu parlais de Carpenter, que t'aimes la science-fiction, etc. Est-ce que
Ce bagage t'a aidé pour l'adaptation, et est-ce que Alexandre, le traducteur, a dû s'informer sur certains mots de vocabulaire pour être au plus près du texte? Alors pour l'adaptation, moi j'ai pas changé grand chose. Parce que la qualité de la traduction était telle qu'au bout d'un moment, il ne faut pas forcer en y mettant son grain de sel. J'ai corrigé, j'ai reformulé quand il le fallait, quand c'était un peu compliqué de cerner le sens. Mais bon, le travail d'adaptation n'a pas été très difficile pour moi, vu que Alexandre Goua a fait un travail vraiment admirable. En revanche, effectivement, pour la traduction, Alexandre Goua a dû faire pas mal de recherches. Justement, comme je le disais, il y a ce côté d'expliquer tous ces concepts, et ça va être des concepts souvent assez pointus, avec des termes technologiques assez précis, parce que c'est vraiment un univers de science-fiction qui est très axé sur la technologie, comme je le disais, et donc chaque petite chose, voilà, s'il y a des nanoparticules, il faut bien faire comprendre que c'est des nanoparticules, mais forcément en japonais le mot n'est pas le même, donc il faut faire des recherches pour essayer de voir si on a bien compris. Mais oui, il y a beaucoup de recherches au niveau du vocabulaire employé pour justement respecter cet univers de l'auteur et y coller en fait. Et est-ce que vous avez eu des bons retours jusqu'ici sur les mangas qui ont été publiés? Ça a été assez dur d'implanter Siufo au début en France parce que voilà, c'est un auteur qui est inconnu. On a des bons retours, en revanche. Ceux qui l'ont lu adorent. Il y a quelques fans, mais il n'y en a pas beaucoup. Il faut savoir qu'on est sur des petits tirages. Chez Black Box, c'est entre 500 et 700, voire 300 pour les plus petits tirages. On est vraiment sur des tirages très limités. Alors après, il y a des réimpressions parfois. Chez Siufo, on n'en est pas encore à des réimpressions. Donc il cherche encore son public. Ça va de mieux en mieux. Les retours sont de plus en plus bons. Mais voilà, il cherche encore son public. C'est un peu le but aussi de cette conférence, c'est de faire connaître au public, que ce soit en présentiel ou en distanciel, cet auteur-là, et faire découvrir. Et est-ce que de nos jours, il continue donc à dessiner? Oui, il continue même pas mal, mais plutôt sur des publications sur le web. Là, récemment, il a travaillé dans une anthologie de mangaka du coup, qui sont intéressés à l'univers de Lovecraft. Je reparlerai peut-être un peu après de cette influence. Il y a une grande influence Lovecraftienne dans son œuvre. Du coup, il a réécrit, il me semble, la nouvelle Dunwich, The Dunwich of the Horror. Voilà. Justement, pour parler des influences, tu nous avais préparé donc un diaporama. Est-ce que tu veux nous parler de quelques planches? C'était plus de l'ordre de l'illustration, mais par contre je peux parler des influences, parce que c'est vrai, j'ai pas tout dit à ce propos. Faut voir qu'il y a une importance de la technologie, on l'a dit, la technologie liée à l'homme notamment. Il y a aussi une importance du corps. Voilà, je pense que ça s'est vu sur le diapo derrière, mais il y a beaucoup de scènes assez gore. Il y a vraiment une fascination pour le corps détruit, pour la chair, et c'est une fascination qu'il tire aussi de ses influences, et notamment de David Cronenberg, qui est l'un de ses cinéastes préférés. Il a été extrêmement influencé par La Mouche. Donc voilà, La Mouche, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est un film avec Jeff Goldblum, dans lequel il crée une machine pour se téléporter. Et malheureusement, une mouche entre dans la machine à ce moment-là, et donc ils vont finir par fusionner, et il va se transformer en grosse mouche énorme, perdre des parties de lui. C'est un film très gore, vraiment dégueulasse. Et donc on retrouve de cette représentation du corps à la Cronenberg dans Siufo, avec cette fascination qu'a aussi Cronenberg pour la technologie. Voilà, par exemple, si on pense à Vidéodrome, c'est un film où justement la technologie a pris un peu part sur l'humain aussi, et on retrouve ça chez Siufo également. La technologie ne fait qu'un avec le corps, mais du coup, dès qu'il y a un bug, on va dire, le corps explose, et ça a son lot d'hémoglobine, et il y a vraiment cette fascination-là, qui lui vient aussi de ses lectures d'horreur. Je parlais des anthologies, de la Warren Publishing, de tous ces comics-là des années 70. C'est plutôt des genres de l'horreur,
où pareil, le gore va être omniprésent. Si on lit quelques comics de Richard Corben, voilà, on a des espèces de monstres purulents aussi, et on retrouve cette influence-là aussi chez Siouffo, du coup. Et donc voilà, ces influences, là où il y a un impact, et sur sa représentation d'un monde de science-fiction, et sur sa perception des corps, et la manière dont il en fait un thème dans son œuvre. Donc forcément lié au transhumanisme dont on parlait. Tu parlais de Lovecraft, c'est justement par rapport à ce sujet, à l'horreur. Ouais, il y a une grosse influence de Lovecraft sur Siouffo. Faut savoir que Siouffo n'est pas seulement un érudit en matière de séries japonaises des années 70-80 ou des comics ou de la bande dessinée franco-belge. C'est aussi un érudit en termes de genre littéraire. Il a énormément lu Jules Verne. D'ailleurs, il était très content que la conférence se passe à Nantes. Voilà, c'est la ville de Jules Verne. Il était ravi de l'apprendre. Il a énormément lu aussi Tolkien, toutes ces choses-là, voilà, plutôt des choses dans la fantasy ou dans la science-fiction, et forcément Lovecraft et le mythe de Cthulhu. Dans David, je pense que c'est l'œuvre en fait qui est la plus Lovecraftienne de toutes. On retrouve un espèce de livre démoniaque, un livre possédé qui a 4000 ans, qui s'appelle Al-Hazard. Et en fait, c'est une version du Necronomicon de Lovecraft, donc cette espèce de livre, voilà, maudit, qui est un livre occulte. Et il y a pas mal d'occultisme chez Lovecraft aussi, chez Siouffo comme chez Lovecraft. Et dans David, on retrouve justement ce livre voilà, millénaire. On retrouve aussi une créature tentaculaire à un moment qui peut faire penser à l'image qu'on se fait de Cthulhu, donc avec ces espèces de tentacules immenses. Et on le voit pas beaucoup d'ailleurs, donc ça c'est intéressant parce que c'est juste une planche, on voit cette espèce de créature qui a donné ensuite vie au livre Al-Hazard. Et finalement ça colle plutôt bien à Lovecraft, puisque Lovecraft n'était pas du tout dans la représentation, il était plutôt dans la suggestion. Il y a ce respect-là d'ailleurs qui est assez intéressant dans David. Et comme d'ailleurs d'autres auteurs ont été influencés par Lovecraft, je pense notamment pour la série Hellboy, la série de comics, qui a aussi été inspiré par Lovecraft et qui va lier ça un petit peu aux nazis. Et ben voilà, dans David c'est pareil, tout l'univers Lovecraftien va être lié au nazisme, voilà, tout viendrait en fait, le mal sur cette terre, d'une force un peu cachée, qui nous dépasse tous. Et voilà, c'est en cela qu'il est assez Lovecraftien, surtout dans David. Dans Slick Star, il y a aussi un peu de ça, bon, j'ai pas envie de divulgacher, mais il y a l'idée d'un dieu comme ça, qui serait terré et qui aurait une influence sur les hommes, et qui serait là depuis des millénaires et des millénaires. Et là aussi, il y a forcément un côté Lovecraftien là-dedans. Ouais. Tu parles beaucoup de ces inspirations nord-américaines et européennes, et qu'en est-il des japonaises, s'il y en a? Ben, comme je disais tout à l'heure, il y a surtout Osamu Tezuka, donc avec Astro Boy qu'il regardait quand il était petit. Il est très admiratif d'Otomo, donc qui a fait Akira, le créateur d'Akira, de Ghost in the Shell également. Donc ça, c'est ses influences japonaises aussi. Akira, je pense, l'a beaucoup choqué quand il l'a vu, mais je pense comme un peu tout le monde en fait. Parce que justement, il y a cette représentation du corps aussi qui est très importante dans l'œuvre, et puis le rapport au nucléaire aussi, qu'on retrouve un peu chez Siouffo. On sent que, comme chez beaucoup d'auteurs japonais, il y a cette espèce de peur du nucléaire, de peur de cette force voilà, qui peut mener au pire. Donc voilà, il a été très inspiré par Akira. Alors, pas pour ses influences, mais plutôt une influence qui a été contemporaine à la période où il dessinait le plus. Il y a le créateur de Gun, qui l'a beaucoup influencé, mais ce qui est assez émouvant, c'est que c'est une influence mutuelle, parce que justement le créateur de Gun disait que Siouffo était l'une de ses influences principales. Donc quand je l'avais interrogé justement là-dessus en interview, Siouffo me répondait qu'il était ravi de l'apprendre, il savait pas. L'auteur de Gun l'avait dit dans une interview à Animeland au début des années 2000, et du coup Siouffo était assez ému de le savoir, et puis il disait que la réciproque était vraie, il a toujours admiré cet auteur-là, et il l'a forcément influencé aussi. Donc il y a une influence mutuelle qui s'est faite, ce qui est assez intéressant. Ouais.
Je crois que tu avais prévu de montrer peut-être une vidéo de l'auteur en train de dessiner. Oui. Tu connais parce qu'il a l'air assez sympathique alors qu'il dessine de l'horreur et... Ah bon, absolument, mais l'un n'empêche pas l'autre. Junji Ito, qui est un mangaka d'horreur, l'un, je pense, des plus terribles et des plus fameux, d'une personne absolument adorable. Mais oui, donc il a fait cette vidéo justement qui a été filmée par son épouse, je crois, exprès pour cette conférence. Donc voilà, c'est inédit. Puis on le voit travailler sur une planche, donc peut-être qu'on peut continuer à parler en même temps. Parle de ses planches, peut-être de son style. Tu disais que dans ses onomatopées ou dans certaines bulles, il y avait un style très particulier. Ouais, sur les onomatopées surtout, il y a un côté, on sent qu'il a été influencé aussi par tout ce qui a été DC Comics et Marvel à l'époque. Il y a vraiment ce spam, pow, mais des gros trucs qui prennent un peu toute la planche parfois, qui viennent. Et il y a vraiment ce côté comics, un peu cartoon, qu'on retrouve dans pas mal de ses œuvres. Mais par rapport au style, déjà de dessin, il faut voir que c'est un style qui fourmille littéralement. Quand on regarde les villes, notamment, il y a une attention qui est portée aux détails qu'on ne voit pas forcément énormément dans le manga, ou juste parce que, voilà, pour des raisons de temps, hein, les auteurs de manga travaillent sur des temps très serrés. Ils sont sérialisés dans des magazines qui leur demandent une publication très soutenue, donc il faut rendre tel chapitre à tel moment, voilà, ça faut aller très vite. On n'a pas forcément donc le temps de s'attacher aux détails, notamment pour la vision des villes. Siufo, lui, l'a pris ce temps, au point parfois de travailler 2 jours entiers sans s'arrêter sur une planche qui représente une ville. C'est notamment le cas d'une planche dans David. Au niveau du style, comme je le disais, il est influencé par la culture comics, par la culture franco-belge, et même au niveau des visages, ça se ressent, on n'est pas du tout dans ce qu'on a l'habitude de voir, encore moins maintenant avec les shonen qu'on a, où il s'éloigne d'ailleurs aussi des shoujo. On est vraiment dans, on va dire des fois, encore une fois, le style comics. Je trouve qu'il y a un côté Richard Corben dans cette manière de déformer un peu les visages, qu'on va retrouver chez un autre auteur japonais, qui est Araki, le créateur de JoJo's Bizarre Adventure, qui justement, pareil, voilà, faire des visages un peu déformés, un peu qu'on guignole, et on retrouve ça voilà, chez Siufo. Donc ça, c'est peut-être ce qui va caractériser son style, c'est en fait ce qui caractérise toute son œuvre, ça va être ce melting pot d'influence. Qu'est-ce qui fait chez toi que tu as eu ce coup de cœur pour cet auteur? Est-ce que ça a été dès que tu as vu les premières planches? Est-ce que tu le connaissais un petit peu avant? Ou est-ce que c'est l'éditeur de Black Box qui vraiment t'a fait partager sa passion? Moi j'ai découvert Siufo quand j'ai travaillé dessus en fait. Donc j'ai commencé à travailler dessus avec David. Direct je suis tombé amoureux de son style. Je suis très fan de Lovecraft. Donc quand j'ai vu cette espèce de bouquin démoniaque, quand j'ai vu les signes occultes, quand j'ai vu un cyborg prêtre, ça y est, j'étais tombé amoureux directement. Mais moi c'est voilà, c'est ça, c'est le fait que ça parle tout de suite. Tu entres dans son univers directement, tu saisis les codes, que ce soit les codes bédéistiques ou les références. Et moi, c'est des références que j'aime aussi. Les films de John Carpenter, Cronenberg, c'est un de mes réalisateurs préférés. Lovecraft, c'est un de mes écrivains préférés. Donc je suis entré dedans direct, en fait. Et voilà, le fait de travailler dessus, maintenant, c'est un vrai plaisir. Et d'avoir pu l'interviewer, après, c'est formidable. Alors maintenant qu'il est publié en France, est-ce qu'on a une chance de le voir venir en France? Ça me semble un peu compliqué. Parce que mine de rien, il commence à être assez âgé. Il a notamment eu quelques soucis de santé au début de la pandémie. La pandémie, forcément, bloque les relations entre le Japon et la France. Donc là, c'est même pas une question d'actualité. À savoir qu'on a commencé à publier ses œuvres il y a 2-3 ans. La pandémie est arrivée il y a 2 ans, donc forcément, ça limitait. Mais voilà, honnêtement, je ne pense pas que ce sera possible, vu l'âge de l'auteur. Faut voir que là il a accepté de faire la vidéo mais sans se montrer. C'est pareil, je lui avais demandé une photographie pour mettre pour illustrer un article
Et il n'a pas voulu m'envoyer de photos, il a fallu que je demande à mon traducteur de le forcer un petit peu, et puis finalement, en détournant un petit peu le mot, en changeant, en mettant, au lieu de photographie, portrait, on sentait qu'il commençait à être un peu plus intéressé. Quand on lui a dit autoportrait, ça y est, on a eu directement l'image, mais voilà, il a fallu passer par le dessin. C'est un monsieur qui se montre assez peu, ce qui est un peu paradoxal, puisqu'il est, il est professeur à l'université de Kyoto, en tout cas il l'était, je ne sais pas s'il l'est encore à l'heure actuelle, mais il était professeur de bande dessinée à l'université de Kyoto, donc il avait plutôt l'habitude de se montrer, mais je pense pas que ce soit son genre de venir jusqu'en France pour rencontrer le public français, qui est en plus assez limité pour lui. Est-ce que tu aurais une remarque à dire pour la fin, quelque chose à conseiller? Donc tu disais qu'il faudrait commencer par Guillamon. Ouais, je pense que c'est pas mal de commencer par Guillamon. Alors après, ça dépend ce qu'on recherche. Et Guillamon est plus ludique. Ça va être un peu moins sombre que les autres univers, hein, qui sont des univers assez désespérés. Bah, tu parlais tout à l'heure de ces thématiques écologiques. C'est quand même des univers souvent post-apocalyptiques, parfois avec des côtés un peu Mad Max. Il aime bien montrer les bas-fonds aussi. Ça parle beaucoup de drogue, ça parle beaucoup de prostitution, de commerce sexuel lié à la technologie en plus, donc encore plus abominable que ce qu'on peut imaginer. Les univers plutôt sombres sont les œuvres comme iCity, qui est pour moi son œuvre la plus désespérée. Et pourtant il y a un certain ludisme dans le côté super-héros, dans le côté, voilà, c'est un déchaînement d'action pendant 2 tomes, mais si on creuse quand même, et ça c'est peut-être un point aussi intéressant avec Siouffo, c'est justement on peut avoir l'impression que c'est de l'action non-stop, de l'aventure. En fait, si on creuse un petit peu, on voit qu'il y a pas mal de scènes désespérées. Si Siouffo montre des mondes désolés, c'est d'abord parce que voilà, il s'intéresse à ces thématiques donc écologiques, de fin du monde, de catastrophes, mais c'est aussi parce que ça lui permet une liberté créatrice absolue. Ça lui permet de faire des villes qui n'ont jamais été faites parce qu'il a fallu tout refaire, ce qui, je pense, est assez jouissif pour un dessinateur, d'imaginer les villes du futur, un peu comme François Skyten le fait dans Les Cités Obscures, par exemple, ou dans d'autres de ses œuvres avec Benoît Peters. Et du coup, ce fait d'avoir des mondes post-apocalyptiques, ça lui permet de faire un monde un peu sans règles, sans loi, donc il peut faire ce qu'il veut en fait. Ces personnages peuvent être les pires salopards et faire les pires atrocités, et puis ça passe, et il n'y a pas de règles, c'est un monde sans règles. Ça, je crois que c'est ce qui est assez intéressant aussi avec la science-fiction post-apocalyptique, justement. Et donc iCity a ce côté assez sombre, qui n'est pas encore dans le post-apo. Slickstar a un côté plus post-apo à la fin, dans les 2 derniers tomes. C'est assez difficile de conseiller en termes de genre, parce que Siouffo, justement, mélange tous les genres. Guillamon, c'est beaucoup d'aventures, mais on va aussi avoir certaines planètes qui vont être post-apocalyptiques, on va avoir certaines planètes qui vont plus être dans... parce qu'il va être un peu Indiana Jones, donc avec des temples qui nous semblent un peu aztèques, un peu Amérique du Sud. Et il va mélanger les genres, et comme tu parlais de polar tout à l'heure, il va mélanger les genres, par exemple, du post-apo avec le film noir. Et ça peut très bien se passer en 160 pages. Il peut passer par, on va dire, les 5 genres différents en 150 pages, sans qu'on se sente laissé sur le carreau. Je pense que l'œuvre qui fait ça le mieux, c'est Guillamon et David. David, peut-être que... Alors je sais bien parce que tu m'as posé la question, quelle œuvre tu conseilles en premier? Je suis en train de toutes les citer. C'est pas facile. David est une très bonne œuvre pour commencer, je pense. Et en plus, c'est la plus Lovecraftienne. Et Guillamon, peut-être la plus ludique, et celle qui montre le plus ses références, où il s'est le plus lâché à ce niveau-là, justement, en appelant à Carpenter, à Lucas, à Spielberg, et tout ce qu'il a aimé, justement, dans la bande dessinée nord-américaine et franco-belge aussi. Il faut dire qu'il y a aussi une grande influence de Moebius, ça je l'ai pas dit, mais quand on voit les planches couleurs, ça fait tilt directement, et on a certaines cases, notamment dans Slickstar, il y en a une moi qui m'a complètement rappelé l'Incal de Jodorowsky du coup et Moebius. Donc voilà, pour les personnes qui aiment Moebius et tout cet univers-là, je conseillerais peut-être Slickstar, qui s'en rapproche pas mal, ou David. Et rapidement, là, quand tu m'as parlé de post-apo, SF, etc.,
J'avais pas pensé, mais par rapport à l'histoire du Japon, on a l'impression que c'est un thème qui revient souvent, et que peut-être lié à son âge, à Sufo, etc., on peut peut-être retrouver, tu as parlé vaguement du nucléaire, est-ce qu'on retrouve le thème de l'atomique peut-être Oui, un peu, mais par bribes. Le sujet n'est pas explicitement abordé, ou en tout cas n'est pas au cœur de ces œuvres, mais ça va fonctionner par bribes, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez pas mal d'auteurs japonais. Le nucléaire va vraiment apparaître par touches, donc comme s'il ne voulait pas en parler trop explicitement, mais en même temps il va quand même arriver parce que pas le choix, c'est quelque chose forcément en plus pour Sufo, du coup qui est né en 54, on est quand même 10 ans après la bombe, 9 ans après la bombe plus précisément, donc forcément c'est une génération qui a été touchée par ça, et le nucléaire revient par touche. Mais c'est des personnages qui se remémorent l'histoire de l'humanité à chaque fois. Et le truc le plus terrible qui est arrivé, c'est ça. Et à chaque fois, c'est la bombe atomique. C'est quelque chose qu'on retrouve chez plein d'autres auteurs. Je pense à Toshio Maeda, du coup. Voilà, amatrice de tentacules. C'est un auteur qu'on a aussi chez Black Box, qui fait dans le hentai. Et lui aussi va traiter de mutation atomique et va traiter de la destruction atomique par le biais justement de la bombe atomique qui était tombée sur Hiroshima et sur Nagasaki. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais, ça m'arrive assez régulièrement. Donc ça arrive pas, les étudiantes le savent ici, ça arrive par bribes vraiment, et l'univers de Toshio Maeda, qui est normalement un univers érotique, un peu désespéré aussi au niveau de la science-fiction, va faire passer des images parfois, comme ça, des planches qui vont montrer directement la destruction atomique, mais sans en parler plus que ça. Ça va vraiment arriver, presque si on était dans un film, ce serait presque des images subliminales. Et chez Sufo, c'est un peu pareil, pour le coup. D'accord. Merci beaucoup, Corentin. Alors, on va passer aux questions, s'il y en a. Soyez pas timides. Sinon, on peut en parler de manière un peu plus autour d'un verre, autour d'un verre d'eau. Après, comme ça, on coupe la caméra et puis. Non, on va pas couper la caméra. Ah bon, on laisse la caméra, je sais pas. Une question? Aucune? Merci beaucoup d'être venu pour écouter cette conférence sur Sufo. On vous invite à nous suivre sur Facebook pour le club des imaginaires associés, et puis pour les éditions Black Box. Voilà, peut-être un mot sur les éditions Black Box, justement. J'en ai pas parlé au début, ce qui est assez terrible. Je suis un très mauvais... très vite. Je suis un très mauvais commercial aussi. Parce que normalement, c'est aussi mon rôle de m'occuper de la communication et de la vente de nos ouvrages. Donc Black Box, on n'est pas en librairie. Ça, c'est peut-être le truc qu'il faut dire en particulier. On est seulement en autodistribution, donc par notre site internet blackbonesboutique.com. Là, je suis un peu meilleur représentant commercial. En fait, on s'auto-distribue, pas seulement parce qu'on est une petite maison d'édition, parce qu'il y a plein d'éditeurs indépendants qui réussissent à avoir des distributeurs en librairie. C'est surtout que ça nous permet d'avoir la mainmise sur toute la production. Et du coup, forcément, ça fait des frais en moins. Et quand on voit la crise du papier qui touche tous les éditeurs, et là, c'est peut-être bien d'en dire deux mots aussi, le fait d'avoir une autodistribution, de ne pas passer par des distributeurs qui peuvent justement hausser leur prix par rapport à toute la crise qui est en train de déferler sur le monde de l'édition, qui est absolument terrible, mais bon, j'en parle pas trop parce que ça me déprime. Voilà, en fait, le fait d'être en autodistribution nous permet vraiment d'avoir la mainmise, surtout d'avoir un contrôle absolu sur toute notre production et de ne pas se retrouver coincé ou acculé d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, on est seulement disponible sur notre site internet. J'ai quelques libraires qui veulent bien accepter la vente en ferme, c'est assez rare. Mais voilà, donc n'hésitez pas à venir sur notre boutique sur internet ou sur notre page Facebook. On fonctionne beaucoup par financement participatif aussi, pour accélérer la production. Et on fait dans le manga de niche, surtout dans le manga nostalgique, avec beaucoup de science-fiction, parce qu'avec Alexandre, on aime énormément la science-fiction. Et voilà, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire sur la boutique. Merci beaucoup. J'espère que la conférence vous a plu et que vous avez appris des choses sur Sufo, et surtout que ça vous a donné envie de le lire et le découvrir. Voilà, merci beaucoup. Merci.